Fidèle à sa tradition d'alternance politique pacifique, le Ghana a élu dans le calme le candidat de l'opposition John Mahama comme nouveau président. Le candidat du parti au pouvoir ayant reconnu sa défaite dans ce pays aux 34 millions d'habitants. Du côté de la Syrie, Bachar el-Assad a été chassé du pouvoir. Les rebelles sont entrés dimanche dernier dans la capitale Damas après une offensive fulgurante en Syrie, faisant fuir donc le président Assad et mettant fin à plus de 5 décennies de règne du parti Baas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur RTI 1. Vous êtes dans Ça fait l'actualité. Mes invités sont installés. Ce sont deux confrères. Le premier est éditorialiste. C'est Félix Boni. Bonjour Félix. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Et le second est de la rédaction de RTI 1, chef du service économie, ici donc à RTI 1. Bonsoir Bakayoko. Lanciné et Bakayoko. On va y aller au pas de course. On n'a que 26 minutes pour parler un petit peu de ces deux sujets d'actualité. Alors, au Ghana, M. Bakayoko, la victoire de John Mahama, ça marque quand même un retour historique. Un retour historique, ça fait de lui le premier président de la 4e République qui part et qui revient. Oui, effectivement, ça fait le 4e président qui part et qui revient, mais il faut dire que sa première apparition au niveau du palais avait été accélérée en raison du décès de Atta Mills, du président Atta Mills, qui n'avait fait que 2 à 3 ans de mandat et il est décédé. Donc John Dramani, qui était son vice-président, lui a succédé naturellement. Mais il avait perdu le pouvoir en 2017 face à Nana Akufo-Addo et aujourd'hui il revient. Alors cette alternance au sommet du pouvoir ghanéen démontre la vitalité de la démocratie ghanéenne et surtout la maturité des populations qui, dans un calme relatif, ont concédé d'un côté leur défaite et d'autres ont modestement manifesté leur victoire. Alors, le Ghana montre l'exemple à l'Afrique de l'Ouest et surtout à l'ensemble de l'Afrique. Ça devient une mode finalement, Félix Boni, des présidents qui sortent, qui laissent la place à leurs adversaires et qui reviennent par la suite. Je pense là au Brésil, par exemple. Je pense en Amérique, aux États-Unis. Et puis là, tout près de chez nous, au Ghana. À qui le tour? À qui le tour? D'abord, il faut dire que ceux qui sont sortis et qui sont revenus ont quand même été éjectés quand même plus ou moins par la population. Ça veut dire que ça aussi, c'est la richesse de la démocratie. C'est-à-dire c'est la volonté du peuple de les faire sortir et après de tester d'autres personnes et de voir que ceux qu'on a chassés étaient meilleurs que ceux qui sont là et qui reviennent encore. C'est le cas aux États-Unis. Quoique c'est un peu différent au Brésil. Quoique c'est un peu différent au Brésil, mais au Ghana, c'est le cas pour John Dramani, qui quand même n'a pas eu une gestion très appréciée des Ghanéens, qui à un moment ont préféré le parti de l'opposition, en fait, le NPP qui est venu au pouvoir. Mais pendant les 8 ans du NPP, il y a eu beaucoup de problèmes sous la gestion de président Nana Akufo-Addo, beaucoup de soucis, l'économie, les pouvoirs d'achat intenable. Alors finalement, lorsque John Dramani revient là, revendre un nouveau rêve, nous allons voir comment cela va s'accomplir parce que... Mais comment ça se fait? On vide quelqu'un, oui, et puis après, il incarne un certain espoir. C'est par rapport j'allais dire, aux résultats de ceux qui lui ont succédé et puis également aussi à la promesse qu'il est venu refaire au regard de ses résultats. Parlant de John Dramani, il faut dire que son premier mandat, c'était dans les préparations. Il a parlé tantôt du décès d'Atta Mills. Donc, c'était dans l'impréparation et un peu... il n'était suffisamment Mais pas... il était quand même vice-président dans le sérail. Même aux États-Unis, le vice-président, parfois, c'est vraiment une marionnette qui est là, qui regarde le président gouverner. C'est pareil partout, le vice-président. Même chez nous, en Côte d'Ivoire, il faut le dire, le vice-président n'est pas... Chez nous encore, il est plus actif. Mais la plupart des systèmes où il y a le vice-président, parfois, ils sont dans l'ombre. Ce n'est pas réellement, c'est des colistiers pour être élus, mais pas généralement des gens qui sont aux affaires. Allez-y. De toute façon, les vice-présidents exercent les pouvoirs que leur délègue le président de la République. Donc, ils sont, si vous voulez, des personnes dans l'ombre qui sont là dans l'attente d'un vide constitutionnel, enfin, pour empêcher un vide constitutionnel en cas de départ du président. Mais il faudrait aussi remarquer, ajouter surtout que c'était également passé au Bénin où Mathieu Guérékou, qui avait été chassé après la conférence nationale,
est revenu au pouvoir en 1997 et il est parti en 2006, succédé par Boni Yayi. Donc ça veut dire que c'est le résultat un peu du populisme. Parfois ceux qui viennent au pouvoir disent qu'ils peuvent résoudre tous les problèmes et malheureusement quand à l'épreuve du pouvoir, ils ne répondent pas toujours aux attentes des populations, ce qui fait que les populations ont une sorte de réminiscence, une sorte de regret et qui demandent encore que ceux qui étaient là avant reviennent. Une façon de dire c'était mieux avant. Donc il faut dire que le Ghana est dans cette dynamique, mais une dynamique vraiment démocratique. Mais ce qui est bien cette fois, c'est qu'il y a une sorte d'État-nation qui se retrouve au Ghana parce qu'il faut rappeler que les deux candidats sont des candidats issus du Nord, l'un à Tamale, l'autre à Wa. Et donc ça, c'est quelque chose de remarquable. Ça veut dire que les idiomes communautaires ne fonctionnent pas nécessairement au Ghana et ça, c'est quelque chose qui est bien dans la mise en place de la nation. Le Sénégal, c'était il n'y a pas longtemps. Le Ghana, c'était il n'y a pas longtemps. Indéniablement, ce sont de véritables modèles de démocratie. Et moi, j'ajoute qu'il n'y a jamais 203, bientôt ce sera nous. D'accord. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire, nous qui représentons plus ou moins l'un des pays phares de cette sous-région. Aujourd'hui, en termes de grandes mais qui nations, malheureusement s'est illustré avec beaucoup de crises qui accompagnent toujours ces périodes électorales. Oui, mais j'allais dire que même les grandes nations qui ont eu la démocratie ont commencé par des tâtonnements et je crois que nous allons nous y mettre aussi. On parle du Ghana, mais le Ghana, avant que nous arrivions à cette période de démocratie, c'était vraiment les coups d'État jusqu'à ce qu'on ait le coup d'État, le double coup d'État du Gary John Rawlings, qui après maintenant est passé à la démocratie qu'on connaît jusqu'à maintenant, cette stabilité. Et ils y sont arrivés. Donc, ils y sont arrivés. Donc, nous aussi, pourquoi pas, nous allons on y arrive arriver. quand? Alors, jamais 203, le Sénégal, le Ghana, cette année, l'année qui arrive, en 2025, je pense que nous aurons une tradition très pacifique et qu'après ça, ça va rentrer dans notre tradition. Mais Félix, sachez que les Ivoiriens, lorsqu'ils copient mieux que les autres. Et je pense que nous allons être une des plus belles démocraties en Afrique. Félix, la démocratie, c'est vrai, l'alternance fait partie de la démocratie et de la vitalité de la démocratie, mais la démocratie aussi, c'est une meilleure redistribution des richesses. Et sur ce coup, il ne faut pas croire que c'est simplement parce qu'il y a un changement de régime qu'on parle de système démocratique. Je pense que la démocratie, c'est la capacité de ceux qui gouvernent à respecter les droits de l'homme, à bien redistribuer les richesses de l'État. Et donc, pour moi, l'alternance reste un pan de la démocratie. Je ne suis pas d'accord. La démocratie, elle a un baromètre. Le baromètre de la démocratie, c'est les élections. Ça veut dire que la démocratie, c'est là où le peuple fait son choix, où la voix du peuple prédomine au-dessus de tout. Et c'est ce que le Ghana montre. C'est-à-dire laisser partir un président, et puis après, on sanctionne ses successeurs, il revient, et comme je le disais tantôt, sur la base de promesses, tu parlais tantôt de populisme, je dirais que ce sont plutôt les promesses politiques, et même John Dramani en a fait. On attend de voir comment est-ce qu'il va baisser, supprimer les taxes et puis pouvoir réaliser le budget que son prédécesseur n'a pas pu réaliser. Donc, il y a tout ça, ça dit que la démocratie, c'est sanctionner dans les urnes ou, j'allais dire, donner la caution dans les urnes à quelqu'un qui aura bien gouverné. Et tous ces éléments de gouvernance que vous citez rentrent dans le schéma, les éléments pour juger de ce qu'il a bien gouverné ou pas. Moi, je ne pense pas que les Ghanéens aient voulu changer simplement parce qu'ils avaient soif d'alternance. Vous savez, la pétillance de la démocratie n'est pas nécessairement le changement au niveau des hommes au sommet de l'État. Il s'agit... Mais il parle des promesses. Oui, des promesses de gouvernance. Vous savez, le bilan du NDC, le parti de... Mohamedou Baoumian n'a pas tenu toutes ses promesses. C'est vrai, la conjoncture internationale n'était pas en sa faveur, mais il faut dire que le Ghana a connu des moments de déboire parce qu'au plan de vue économique, on a atteint parfois 54% de taux d'inflation. Or, aujourd'hui, le déficit budgétaire était abyssal. Le Ghana était quasiment en défaut de paiement. Donc, je veux dire, le bilan économique n'a pas été à la mesure des attentes et pour moi, c'est ce que les Ghanéens ont sanctionné. Les Ghanéens n'avaient pas nécessairement soif d'alternance. Ils avaient simplement, ils voulaient un mieux-être qui n'était plus espéré du côté du parti au pouvoir. Donc, c'est un désir de changement simplement. La défaite du parti au pouvoir sanctionne en tout cas les 8 années du président sortant Akufo-Addo, Nana Akufo-Addo, dont le dernier mandat a été marqué, vous l'avez tous dit, par la pire crise économique qu'a traversé le pays depuis des années. Et ces difficultés économiques-là ont dominé les élections. Le pays était confronté à une inflation presque record, un endettement élevé et a dû
recourir même à un prêt de 3 milliards de dollars carrément hein, du Fonds monétaire international. Tous ceux qui ont chuté, tous les présidents qui ont chuté, en tout cas dans le contexte actuel, la plupart sont partis du fait des déficits budgétaires et de l'inflation. Mais au Sénégal, les Sénégalais ont estimé que l'inflation n'était pas clairement maîtrisée. Et même Joe Biden aussi avait connu ce problème-là. Les Américains ont dit que l'inflation n'est pas maîtrisée. Donc la plupart des présidents qui tombent aujourd'hui de façon démocratique, en tout cas dans la majeure partie des cas, c'est à cause de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat des populations. Et vous pensez que John Dramani Mahama pourra redresser la barre? Ce sont les promesses qu'il a faites. Il a fait des promesses. Il a un programme, il parle de travailler 24 heures sur 24, de supprimer les taxes. Il y a quand même un certain nombre de promesses qu'il a faites. Alors les Ghanéens lui ont fait confiance. Et comme on le voit très bien à travers les résultats, 56% de voix, l'écart entre lui et son adversaire est suffisamment grand. Et c'est l'un des plus grands écarts que le Ghana réalise en termes d'élections, même si le taux de participation est largement en deçà des autres taux de participation, parce que le Ghana, ce sont des élections et qui mobilisaient davantage au-delà de 70, presque 80% de taux de participation. Cette fois, on a 60% de taux de participation. Cela montre une sorte de désaffection par rapport à la politique de son prédécesseur, mais les promesses qu'il a faites sont suffisamment énormes et on va le voir au pied du mur. Oui, il faut dire que les Ghanéens peut-être payent le prix de la bipolarisation de la vie politique, c'est-à-dire que l'offre politique n'était pas extensible, d'autant qu'on avait d'un côté le NDC et de l'autre le NPP. Ça veut dire comme dans de grandes démocraties. Dans de grandes démocraties, oui, mais il fallait, s'il y avait suffisamment d'offres, je pense que les Ghanéens, parce qu'on peut imaginer que les Ghanéens, c'est en désespoir de cause qui se sont rabattus sur John Dramani, même si les promesses que John Dramani a... En tout cas, vous pensez que s'il y avait un troisième cheval, ça aurait pu être lui? Ça aurait pu et que c'est peut-être par dépit que... C'est possible. Au regard du taux de participation, on dira que s'il y avait un troisième larron, entre greffe larron, éventuellement, ce larron pourrait éventuellement contrebalancer les résultats. Peut-être même que ça aurait permis au candidat au pouvoir de pouvoir éventuellement... Parce que les deux autres se seraient partagés. Se seraient partagés des voix et qu'au second tour, les choses seraient passées autrement. Parce que moi, je pense que les promesses qui sont faites par le président John Dramani, je pense que c'est des promesses un peu trop généreuses, parce que la conjoncture mondiale actuelle est telle que Mais aujourd'hui, pour gagner, on promet tout, non? Tout et n'importe quoi. Oui, mais c'est ça qu'on appelle le populisme, parce qu'à un moment donné, il faut être un homme d'État. Le populisme, c'est la volonté par tous les moyens d'être au pouvoir et de monter les élites, les populations contre les élites gouvernantes. Aujourd'hui, mais malheureusement, c'est que Bakayoko appelle toujours le populisme. Le populisme, dans le mot populisme, il y a le peuple. C'est ce que le peuple a envie d'entendre, ce que le peuple attend des candidats. Et comme il faut savoir s'inscrire dans la vision des populations. Et je crois que c'est ce qui s'est passé un peu au Sénégal. Dans tous les cas de figure, une fois qu'on est aux affaires, le peuple vous attend. Et si vous n'avez pas pu répondre à ces attentes, vous serez sanctionné. Ça a été le cas du NPP qui sort aujourd'hui. Mais vous savez que du fait du rejet de la politique française en Afrique, aujourd'hui, tout ce qui touche à l'Occident, aujourd'hui, est pris en compte par le gouvernement. Et quand tu fais allusion au Sénégal, Ousmane Sonko avait dit qu'il allait revisiter son rapport avec la France, notamment avec la monnaie. Mais vous voyez que depuis qu'il est venu au pouvoir, il n'en parle plus. Ce n'est pas la seule promesse. Ce n'est pas la seule promesse, mais je veux dire... On veut arriver là, et puis ensuite, le reste, on verra. La principale promesse de Sonko et de Bachirou, moi, à ce que je sache, pour le principal... élément de leur campagne, c'était changer de système. Et le changement de système, ils avaient commencé par dénoncer certaines corruptions au niveau du Sénégal, la gestion du pouvoir Macky Sall. C'est avant tout le vécu des populations qui compte. Mais je crois que les relations avec la France, ça peut être un fait, mais en réalité, la population regarde leur vécu. D'accord, ça c'est le Sénégal. On fera une émission sur le Sénégal très prochainement. En tout cas, la crise économique existe bel et bien au Ghana, mais le Ghana reste une démocratie, un modèle de démocratie. Le candidat malheureux, figurez-vous, du NPP, le New Patriotic Party, il a déclaré lors d'une conférence de presse: l'ancien président Mahama a gagné l'élection présidentielle de manière décisive. C'est formidable. Formidable, et on attend que vraiment quelque chose de ce genre se passe en Côte d'Ivoire, que ce soit le parti au pouvoir qui soit réélu, ou un candidat du parti au pouvoir qui soit réélu, ou quelqu'un de l'opposition qui soit élu.
On attend un jour de voir que l'adversaire battu soit le premier à féliciter le vainqueur et que ceci puisse vraiment apaiser les tensions et que la Côte d'Ivoire également puisse emboucher cette trompette de la démocratie qui est vraiment élégante, belle et qui donne du charme aux élections. C'est cette culture démocratique qui manque en Côte d'Ivoire. Mais ce que moi je voudrais terminer par là, ce n'est pas tant que les élections ne se déroulent pas de façon loyale, mais c'est parce qu'il y a des mauvais perdants. De façon démocratique. Ouais, il y a des mauvais perdants. On change de page. La Syrie, les jours d'après, quel destin, quel avenir pour ce pays? Grande question, parce que aujourd'hui on a un nouveau Premier ministre qui est arrivé, je dirais un ancien nouveau Premier ministre, parce que pour les rebelles, c'est l'ex-Premier ministre de la rébellion qui maintenant devient le Premier ministre de toute la nation. On attend de lui qu'il forme un gouvernement. Quel gouvernement et comment est-ce que toutes les minorités seront éventuellement prises en compte? Parce que hier, on était dans la rébellion. Maintenant, on est aux affaires. Et quand on est aux affaires, dans un pays comme la Syrie, qui est composé de différentes factions, de différents groupes qui ont des intérêts, des visions très différentes, comment composer un groupe qui va vraiment prendre en compte tout le monde? Parce que quand vous prenez aujourd'hui, il arrive au pouvoir avec le HTC, le HTS dont il était le Premier ministre, mais il faut prendre en compte les autres, les Kurdes, les Druzes, les Alaouites, les chrétiens, toutes ces minorités-là. Comment tout cela va être pris en compte et comment les autres factions rebelles armées pourront se sentir dans ce gouvernement de sorte qu'à ce que les armes ne retentissent plus. Mais il faut dire que Bachar est tombé, mais les combats continuent au nord. Absolument, ça veut dire que quelque part, les intérêts des différentes factions ne sont pas encore totalement tués et qu'il faudra prendre tout cela en compte pour que la Syrie véritablement... Il ne s'agit pas de regarder Bachar partir, mais je dis Bachar a laissé un héritage sans prince. Quel est le prince qui va venir réunifier la Syrie pour que les armes se taisent? C'est ça qu'on attend de la Syrie. Qui sont ces rebelles, Bakayoko? Ces membres du groupe islamiste, qui sont-ils? Oui, ces rebelles sont des anciens djihadistes qui voulaient instaurer un régime islamique en Syrie qui n'y était pas parvenus. Et donc, qui sont revenus, qui sont allés se recycler et qui sont là aujourd'hui. Bon, depuis que le Premier ministre a fait une déclaration il y a 1 heure où il disait qu'il renonçait au djihadisme et qu'il allait tenir compte des minorités qui sont, Félix l'a décrit, qui sont assez disparates au niveau de la Syrie. Mais pour moi, la Syrie n'est pas encore sortie de l'auberge, puisque en Syrie, il y a beaucoup cristallise beaucoup de passion, il y a beaucoup d'enjeux en Syrie. Il y a la question israélienne qui, d'ailleurs, Israël continue de bombarder dans le nord de la Syrie, non loin des Palmyres et des réseaux. Mais il y a le régulateur aujourd'hui qui sera la Turquie. Parce que la Turquie a beaucoup d'intérêt dans la région. Il y a 3 millions de Syriens qui sont en Turquie, à Istanbul, Ankara. Déjà, je rappelle que les personnes à l'extérieur au niveau de la Syrie sont de 6 millions. Donc 3 millions en Turquie, c'est un enjeu majeur. Justement, on dit que la Turquie est le grand vainqueur de ce qui se passe là en Syrie, en tout cas conjoncturellement. Pourquoi on le dit? On dit que la Turquie est le grand vainqueur parce que la Turquie avait envie de faire retourner les 3 millions de personnes, les 3 millions de Syriens sur le territoire syrien. Il n'en voulait plus. Et puis, en plus de ça, il faut dire qu'il y a un pendant des séparatistes kurdes du PKK d'Abdullah Öcalan qui est en prison depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Il y a un pendant de ce PKK-là qui se trouve en Syrie, parce qu'il y a un pays, un territoire qu'on appelle le Kurdistan qui se trouve là-bas. Il y a aussi le Kurdistan qui se trouve en Irak. Donc ça veut dire que c'est le Kurdistan, les Kurdes sont des peuples transnationaux et qui fait qu'aujourd'hui, la Turquie peut, en contrôlant le régime syrien, combattre le PKK qui fait des incursions sporadiques et en tout cas sporadiques, spatial sur le territoire syrien. Donc, ça veut dire qu'il a fait d'un coup, il a fait d'une affaire 2 coups, c'est-à-dire permettre à ce qu'ils soient soulagés politiquement et même économiquement en faisant retourner les 3 millions de Syriens et ensuite se prémunir contre les incursions du PKK qui se trouve du coup affaibli sur son territoire, d'autant que c'est lui qui va maintenant, il va être un régulateur majeur au niveau de Damas. Et Israël, justement, vous l'évoquiez, Israël, c'est une belle opportunité pour ce pays de se redéployer, par exemple, sur le plateau du Golan. Ah oui, lorsqu'on parle de la Syrie aujourd'hui, la situation de la Syrie aujourd'hui, c'est une situation qui brasse beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire, vous avez parlé tantôt, il parle tantôt de la Turquie, mais il y a également Israël, mais il y a également aussi d'autres pays voisins comme, je vais parler de l'Irak, et même de l'Iran, parce que même ces personnes qui
ces rebelles qui... Pourquoi l'Iran n'a pas secouru le régime de... Allez-y, finissez. Mais vous savez que l'Iran, c'est un pays qui est sunnite et que le HTS, ce sont des musulmans sunnites. Donc, il y a une sorte de solidarité entre le régime de Bachar, il faut le dire, avait été déjà affaibli en Éthiopie. Lorsqu'il a eu un moment de calme, de paix, Bachar s'est oublié et n'a pas ménagé toujours ses collaborateurs, ses anciens amis comme il le fallait. Lorsqu'il y a une nouvelle rébellion qui éclate, il n'était pas prêt, les gens n'étaient pas prêts à toujours faire ce bloc autour de lui. Et l'Iran, y compris la Russie, qui a des intérêts également sur le territoire syrien, tout le monde a laissé faire. Aujourd'hui, Bachar a pu s'échapper, il est parti. Mais il y a tous ces intérêts internationaux qui quand même vont jouer par rapport à la stabilité de ce pays. Quand je parle d'intérêts internationaux, il y a même la Russie qui est là. Je parlais tantôt des installations militaires russes qui sont sur le territoire. Mais nous ne perdons pas de vue également le regard américain et tout le reste. Vous parlez tantôt d'Israël. Tous ces éléments vont concourir à une forme de stabilisation et il appartiendra au Premier ministre de transition qui est là, qui n'a que 3 mois pour donner ses preuves, d'éventuellement pendant ces 3 mois donner de grands signaux pour qu'on sache qu'effectivement cette Syrie-là pourra vraiment retrouver sa stabilité. Et puis il faut ajouter que la Syrie n'avait pas, l'Iran n'avait pas intérêt aujourd'hui à ouvrir un autre front, d'autant que lui-même est affaibli de l'intérieur. Vous savez, d'un point de vue diplomatique et même d'un point de vue sécuritaire. Est-ce que si on l'appelait, il y avait un SOS qui était lancé, on l'appelait, vous pensez qu'il ne serait pas venu? Il n'en avait pas les moyens politiques aujourd'hui et même les moyens militaires, parce qu'Israël aujourd'hui est en position de force. Et, vous savez, Israël, tout ça, même en abattant Bachar el-Assad, en réalité, Israël, même s'il n'était pas partie prenante directement, mais c'est un des grands bénéficiaires de la chute de Bachar, parce que c'est une des colonnes vertébrales, l'épine dorsale de la guerre contre le djihadisme, si vous voulez. Enfin, c'est que la terminologie de Benjamin Netanyahou qui est aujourd'hui cassée parce que c'est à travers la Syrie. Vous savez, l'Iran n'a pas de frontière avec Israël. Donc les armes transitaient par la Syrie pour aller au Hezbollah pour attaquer Israël, notamment dans la plaine de l'Abeka. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui qu'Al-Joulani, le nouvel homme fort, est-ce qu'on est sûr que c'est un djihadiste repenti? Est-ce que, plus ou moins, on pourra dire que c'est un djihadiste, même physiquement, il a changé un peu d'apparence. Mais un djihadiste reste un djihadiste parce que le djihadisme, c'est une conviction. C'est-à-dire tout ce qui repose sur la foi est une conviction. Je pense qu'à un moment donné, il était traqué, sa tête était donnée à prix. Donc il fallait baisser un peu la garde pour ne pas qu'il soit, j'allais dire, tué. Donc finalement... Alors, qu'est-ce que les populations attendent de lui? Mais ils attendent de lui les urgences. Les urgences, c'est comment bâtir une communauté syrienne, j'allais dire harmonieuse, intégrée, inclusive, qui prendra en compte toutes les diversités dans ce pays, parce que, en tout cas, en termes de diversité, il y en a suffisamment, même en termes de vision, de la religion, tout, parce que ceux qui sont là, ce sont des islamiques, des islamistes. Mais n'oublions pas que quand on parle, par exemple, il y a les chrétiens, quand on parle, par exemple, des druzes, les druzes, ce sont des gens qui sont à cheval sur un certain nombre de dogmes qui n'ont rien à voir avec la foi islamique. Donc, il faudra qu'on arrive à créer ce brassage pour qu'on ait un pays où tout le monde va se retrouver, on baptise un État-nation, comme il a tantôt souligné pour le Ghana. Et ça, c'est vraiment une gageure. On va voir si vraiment la Syrie pourra y arriver avec ces nouveaux dirigeants. Est-ce qu'on vient d'assister à un revers, un véritable revers pour la Russie? C'est peut-être pas un revers pour la Russie, parce que oui, c'est vrai, quand la Syrie tombe, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de gentle agreement, une sorte de deal entre la Syrie et probablement le monde occidental conduite par les États-Unis, parce que vous savez, disons, la Russie a empêtré dans une guerre avec l'Ukraine, même si elle a l'ascendant sur l'Ukraine, mais n'empêche qu'elle a perdu près d'1 million de soldats, et aujourd'hui il y a des ressentiments qui commencent à naître au sein de la Russie. Mais la Russie, tous sont unanimes, la Russie c'était le protecteur La Russie c'était le protecteur, mais la Russie aujourd'hui, il y a l'instinct de conservation aussi au niveau de la Russie, parce que le bilan économique, et puis Bachar était aujourd'hui un régime vomi, parce que son bilan économique n'était pas reluisant, n'était pas performant. Mais la Russie ne l'avait pas abandonné. Ce qu'on retient, c'est que la Russie, malgré le fait qu'elle protégeait quelqu'un, on est venu l'enlever quand même, n'a pas réussi à empêcher. Il faut dire que le régime de Bachar el-Assad tenait particulièrement par les institutions aujourd'hui. Parce que vous savez, c'est un régime cinquantenaire. Est-ce qu'il en existe encore aujourd'hui? C'est un régime cinquantenaire. Il a succédé à son père Hafez el-Assad. 55 ans à peu près. Et donc, Bachar, avec le parti bassiste,
n'avait plus tellement de tenants, d'autant que Saddam Hussein, qui était du parti Baas également en Ukraine, en Irak n'y était plus, et donc Bachar, si vous voulez, avait une aile brisée déjà. Donc aujourd'hui, tout le monde savait que Bachar aujourd'hui était un homme perdu. Donc je ne vois pas comment la Russie se serait engagée dans une guerre. Ça a quand même duré 13 ans, on va dire, 2011. 13 ans, voilà. de guerre, 500 000 morts. Ce qui n'avait pas fonctionné au départ, pourquoi vers la fin, là, ça a marché? Les rebelles sont venus aussi facilement, 12 jours, une dizaine de jours, 12 jours, et puis... Une dizaine de jours, parce que la Russie, qui était le protecteur, est aujourd'hui engagée sur un autre front. La Russie elle-même a perdu suffisamment de soldats et je pense qu'il y a eu certainement ce deal entre la Russie qui a juste protégé Bachar, qui est aujourd'hui à Moscou. Donc il faut se le dire, il dit tantôt qu'il y a certainement eu un deal, un gentleman agreement entre les Occidentaux et les rebelles. Il faut y croire parce que d'où on trouve tous ces armes, ils sont suffisamment armés, ont acquis suffisamment de matériel, ils sont rentrés le plus facilement possible. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas eu de résistance. C'est-à-dire qu'en interne, déjà, la situation était déjà mûre. Et donc, la Russie a juste eu le temps de dire à Bachar, ramasse tes bagages, je reviens, on protège ta vie et ta famille, et tu reviens. Et puis nous, on ne va pas ouvrir notre front pendant qu'on est sur un front où on n'est pas encore arrivé à voir... Mais s'il y a un gentleman agreement, je pense que ça doit être entre Washington et Moscou. Parce que souvenez-vous que c'est le nouveau président élu de l'Amérique qui a déclaré pour la première fois que Bachar se trouvait à Moscou. Ça veut dire qu'il y a une sorte de connexion, de connivence sur de vases communicants entre Moscou et Washington. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas encore pris position clairement sur ce qui se passe en Russie. Et sa porte-parole, on va dire, la présidente de l'Union européenne ne s'est toujours pas prononcée. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore une vraie visibilité sur ce qui se passe en Russie. Ça n'est pas exclu, d'autant plus que ça aide également à régler le problème au Proche-Orient, notamment en Israël. Donc ça n'est pas exclu. Ça n'est pas exclu. En tout cas, les États-Unis saluent la chute de Bachar el-Assad. La France et l'Allemagne sont prêts à coopérer avec les nouveaux dirigeants. C'est clair, hein? L'Occident attendait ce moment. Absolument. C'est clair pour l'Occident, c'est un gain. Aujourd'hui, que Bachar ne soit pas là, Bachar a été une sorte d'épine dans les pieds de l'Occident depuis combien d'années? Une dizaine d'années. Aujourd'hui, que Bachar n'est pas là, l'Occident applaudit et je crois que c'est une victoire pour l'Occident. Vous parlez tantôt de revers pour la Russie. Quoi qu'on dise, même si ça se fait de façon soft, c'est une sorte de revers pour la Russie. Vous savez, Damas, 20 secondes, Saddam Hussein, l'Iran, l'Irak et la Syrie constituaient le symbole de la défiance vis-à-vis du monde occidental. Aujourd'hui, 2 piliers de ce trépied sont tombés. Bachar est tombé, Saddam est tombé. Il ne reste que l'Iran. C'est un gain pour le monde occidental. Merci. Lansine Bakayoko, chef du service économie de RTI 1. Merci à Félix Boni, notre consultant qui tous les jours accepte de venir sur notre plateau. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de toujours nous suivre. Ça fait l'actualité. Point final pour aujourd'hui. À très bientôt.